Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de la semaine Up sur le discernement et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Johnny. En fait, j'ai choisi de faire cette intervention avec une personne que j'ai rencontrée également par l'intermédiaire de Up, qui était au tout début de l'aventure. Et parce qu'on a eu l'occasion d'échanger déjà à plusieurs reprises, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir aussi cette vision double sur le discernement. Alors, en fait, la question du discernement, j'ai envie de la traiter par rapport aux enfants en difficulté scolaire, mais pas par rapport aux enfants, par rapport à leurs parents. Parce que dans mon activité, moi qui accompagne des enfants en difficulté scolaire et leurs parents, je me rends compte que souvent les parents ne se donnent pas la possibilité de choisir, de se sentir libre de choisir les accompagnements. Quand des enfants, par exemple, sont suivis par tel professionnel et qu'à un moment donné, il y a la question de est-ce que je changerais pas, voilà, comment on appelle ça, de d'axe de travail, le parent ose pas arrêter une prise en charge. Voilà. Donc c'est cette intervention en fait, elle est vraiment adressée à des parents qui se posent la question de savoir comment accompagner au mieux leurs enfants sont en difficulté d'apprentissage, que ce soit des enfants qui ont des troubles des apprentissages sans difficulté visuelle, comme moi, mon média, c'est la vision. Ça peut être aussi des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage, mais qui ont des troubles sévères liés à la vision, des problématiques neurovisuelles ou des problématiques de basse vision. Voilà, j'ai planté un peu le décor et maintenant, je vais te laisser, Johnny, te présenter et me dire pourquoi tu as accepté mon invitation. Yes. Bah, salut Anne-Céline. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Peu importe le moment à laquelle vous regardez cette vidéo, peut-être en replay. Euh, donc, Johnny Mourani, je suis coach et guide pour entrepreneurs. En fait, j'accompagne les personnes à déployer un mindset un peu plus résilient dans la vie du quotidien et à libérer cette puissance intérieure, justement en lien avec le discernement, comment faire ses choix dans le pro et dans le perso. Voilà, vite fait pour la présentation, et puis on peut se retrouver sur les réseaux. Alors, Anne-Céline, pourquoi moi j'ai accepté? Bon, déjà, on s'est côtoyé chez Up, et puis j'ai eu aussi ce temps de thérapeute. Je suis toujours, mais j'ai accompagné des enfants en sophrologie avec des profils neuroatypiques, tu vois. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Et souvent, eh bien, quand tu parles de discernement, moi, de suite, ça a popé. Parce que le positionnement des parents n'est pas toujours facile. Ça va être le papa, la maman qui va dire, tiens, on va aller voir tel spécialiste ou telle personne parce que il y a un petit truc. Tu l'as dit tout à l'heure, déjà, les personnes, elles perçoivent qu'il y a ça. Et puis, bah, des fois, bah, ce discernement, c'est pas facile. Moi, je l'ai vu dans les premiers entretiens, entre le papa ou la maman ou le contexte. Faire des choix, c'est pas toujours évident et ça demande beaucoup euh, de prise de recul. Et justement, je trouvais que c'était sympa que tu proposes ce sujet. Donc, gratitude, merci à toi. Je voudrais aussi dire, pour rebondir sur ce que tu viens de partager, c'est il y a la question de se sentir à sa place en tant que parent pour pouvoir accompagner son enfant dans les meilleurs choix possibles. Mais pour pouvoir se sentir à sa place, c'est aussi être en capacité de faire des choix et être dans la connaissance des difficultés de son enfant. Hmm. Et bien souvent, moi, ce que je repère aussi, c'est que le parent, c'est pas qu'il veut pas savoir ce que l'enfant a, ses difficultés, c'est que les professionnels ne lui expliquent pas ses difficultés. Il y a quand même un grand cloisonnement entre le professionnel et le parent. Alors, peut-être un peu moins avec l'enfant s'il est pris en Hmm. charge dans des rééducations. Et encore, je suis pas certaine que toujours un enfant qui est dans une rééducation, c'est exactement le pourquoi il fait telle Ouais. rééducation. Hmm. Et je voulais voir si ça, toi, ça te fait écho en tant que parent ou en tant que pro, Hmm. cette question de la compréhension des difficultés pour pouvoir agir dessus en tant que parent Ah bah, ou écoute, professionnel. moi, ça fait écho parce qu'en fait, ça a été le début de mon changement d'orientation professionnelle, mais de vie.
Voilà, quand je me suis réorienté, que j'ai fait un 180 degrés, ça a été parce que au début, alors là, je vais prendre l'exemple d'un de mes enfants, c'était la dyslexie. C'était très compliqué niveau scolaire et on ne savait pas ce qui se passait. Et donc, il a été orienté chez une orthophoniste et on a eu la chance de tomber sur quelqu'un, parce que là, c'est vraiment le coup de tomber sur ce rendez-vous-là, miracle. Et la personne, en fait, elle t'explique ce qui se passe. Et on avait vu une psy scolaire juste avant. Ça s'était pas très bien passé parce que bah, ça dépend aussi hein, des humains qu'il y a derrière Mm. les postures hein, professionnelles. Hein, on le sait tous et toutes, hein, c'est OK. Et cette dame était beaucoup dans des projections, donc pas de bol. Nous, ça nous avait un peu braqué. Mon fils comprenait pas. Il était quand même en primaire. Et moi, je me sentais un petit peu, je l'avoue, hein, démuni. C'est-à-dire, c'est comme si du jour au lendemain, il y avait une ombre au tableau, tu vois, et tu savais pas quoi faire. Et ben, cette orthophoniste, ce qui a été top, c'est que de suite, c'est comme si elle m'avait pris par la main. Elle a vu un papa arriver. Elle s'est dit, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas comment il fonctionne. Je vais lui expliquer, lui poser un décor. Et du coup, à chaque séance, on voyait l'évolution. Elle me disait, ben, votre fils, il a fait ça. Et puis, il y a eu ça. Donc, petit à petit, moi, je me sentais, il n'y a pas que moi, hein, ma femme aussi, on se sentait impliqué, tu vois. L'implication est importante Ah dans ouais, le choix ouais, et dans le discernement. exactement, Parce que exactement. si tu ne peux pas faire de discernement, comment tu peux t'impliquer en fait dans la question du Et, discernement? Il y a cerner les choses mm, et les discerner. Et discerner, c'est vraiment pour moi faire la part entre son ressenti, ce qu'on en comprend, et puis aussi arriver à prendre de l'information venant de l'extérieur, mais dans un partage d'égal à égal, et pas mm, le sachant qui transmet ouais, à l'apprenant. mm, Et pouvoir avoir un dialogue qui se met en place, ben, je pense qu'effectivement, c'est que chacun puisse se retrouver à la même hauteur, mm, pour avoir le même langage, pour ouais, avoir un même niveau de compréhension. mm. Et c'est à ce moment-là que là, il y a possibilité de cerner et de discerner les choses. Ouais, Mm. c'est hyper important. Et puis ça rejoint ce qu'on appelle l'alliance. On le voit beaucoup chez les thérapeutes, cette alliance thérapeutique, du coup, où, finalement, on peut le poser autrement pour l'imager. Puis peut-être il y a des personnes là, qui connaissent très bien, d'autres non. C'est un peu comme un cadre de référence sécurisant où justement toutes les parties se posent et puis voilà, on vient échanger et on trouve quelque chose qui est cohérent pour tout le monde. Et comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas de sachant. Et alors, dans le domaine de l'accompagnement, ça peut être le cas avec les coachs. Des fois, je suis coach aussi, mais des fois, ils vont avoir un peu, chez certains spécialistes, on en a parlé en off tout à l'heure, tu sais, la posture dans la tour de verre. Et ça, c'est dommageable sur tout l'accompagnement. Donc, c'est vrai que qu'on commence à pouvoir se positionner autour, un peu comme si on était autour d'une table ronde, en disant, voilà, euh, tu viens avec quoi? Moi, je te propose ça. Alors, bien sûr, le tutoiement, moi, je l'utilise dans mes accompagnements, mais là, on sait que c'est positionné autrement, suivant les accompagnants et les familles, bien sûr. Mais voilà, de pouvoir se déposer, parce que chacun vient avec ses bagages, comme tu Ouais. dis. Ah, ça te parle, ça. Si je te parle de bagages, j'imagine que quand toi, tu interviens, tu viens avec tes bagages, mais tu t'adaptes. Parce que bon, je te connais un peu quand même, donc je sais que tu viens Bah, pas moi, comme ça, brut de non, décoffrage. surtout que je peux venir chez des familles. Donc, en fait, Et ouais. là, j'arrive directement dans leur lieu de vie. Mm, Et effectivement, c'est vraiment m'adapter au contexte, mais m'adapter aussi aux parents. Et pour moi, en fait, quand tu dis l'alliance, c'est vraiment une rencontre et c'est questionner, mais pas c'est questionner dans le sens enquêter. ouais. Enquêter pour que moi, je puisse savoir ce qu'il en est de la demande du parent, de sa compréhension donc des difficultés de son enfant, si on vient aux Mm, difficultés scolaires ou voilà aux difficultés d'apprentissage en général. Mais derrière, ce que je trouve vraiment important, c'est pour pouvoir établir cette alliance, c'est que chacun puisse donner un peu de soi et que la confiance, mm, elle puisse être des deux côtés. Donc, à la fois, moi, je viens questionner parce que c'est mm. mon travail en tant qu'expert pour comprendre ben, ce que c'est le parent, ses besoins, comprendre les difficultés de l'enfant. Mais à la fois, j'aime quand le parent me questionne aussi Ouais. pour que je puisse moi aussi répondre avec ben, certaines fois
bah, mes doutes, j'ai pas Mm. les réponses. Et quand je me rends compte que moi, c'est très simple, hein, je suis assez naturelle et je vais pas dire que je sais si je ne sais pas. J'ai toujours été très surprise, c'est quand je dis je ne sais pas, au contraire, ça permet d'ouvrir le dialogue et chacun, du coup, a cette capacité de Ouais. discernement à, voilà, à pouvoir l'exploiter parce que moi, dire je sais tout, j'ai la certitude, comment veux-tu que le parent Mm. derrière puisse faire un choix? Ouais, Qu'est-ce que tu en complètement. penses? Ouais, je suis complètement d'accord parce que je l'ai vu pour différents professionnels de santé pour mes enfants et j'ai même vu quand j'accueillais des familles. Par exemple, dans mon type d'accompagnement en sophrologie avec toutes mes couleurs et mon approche personnelle, je me souviens d'une fois d'une maman qui arrivait avec ses chaussures. J'ai dit, oh ben, vous pouvez les enlever. Non, non, non. Et son enfant qui dit, bah si, mais moi, viens, moi je fais ça tout le temps. Puis regarde, Johnny, il est pieds nus, parce que je fonctionnais comme ça, on avait posé ce cadre-là. La maman a enlevé ses chaussures. J'ai dit, on n'est pas mieux là. En fait, j'ai ramené de l'humain dans nos interactions. Du coup, ça a permis de créer un peu plus ce lien en profondeur sur comment je peux partager ce qui se passe pour son enfant et comment elle, elle peut me partager ce qui se passe pour elle. Du coup, c'était beaucoup plus facile. Et tu vois, l'image qui me vient, par exemple, c'est souvent quand on va voir des professionnels, euh, que nous, on est professionnels, on va avoir un bureau, il y a une barrière qui est déjà présente. C'est c'est vrai que lorsqu'on accueille les personnes et que c'est plus ouvert, genre on est un peu assis en cercle ou des choses comme ça. Alors, tu sais que moi, tous les espaces de cercle de parole, ça me parle. Donc, c'est ça en fait, c'est ramener un peu du jeu et de la parole dans nos échanges. Euh, mais là, il y a un point, on n'en a peut-être pas vraiment parlé, mais si on vient au début des démarches, le moment où les parents ils sont en recherche d'informations, mais surtout de professionnels. Comment toi, ça se passe quand ils prennent contact avec toi ou lors des premières interactions? Tu sais que les démarches sont pas encore mises en place. Comment ça se passe, ce discernement, justement? Ce que tu observes. Alors souvent, en fait, c'est des parents qui viennent à moi avec des doutes, avec des envies de mieux comprendre, ben, du coup, ce qui se passe pour leur Mm, enfant. Et moi, ce que je fais, c'est que je reviens un peu en amont de la rencontre, de tout ce qui s'est passé dans les premières années de mm, vie de l'enfant. Je fais une sorte d'anamnèse rapide, mais pour comprendre et connaître un peu le vécu de l'enfant et de sa famille. Et très souvent, je me suis rendu compte que des parents, par exemple, au niveau des difficultés scolaires, ont donné l'alerte aux enseignants mm, dès la petite section de maternelle. Donc, ils étaient vraiment dans la question de leur discernement. Ils avaient discerné un problème, ils l'ont transmis à l'enseignant et souvent, le professionnel, que ça soit l'enseignant ou le médecin, mm, a dit non, non, vous inquiétez pas, il va grandir, ça va continuer. Et après, moi, quand je les ai dans l'échange et que je les reçois, c'est là où ben, il y a toute cette culpabilité de dire, mais on l'avait vu, on nous a pas entendus et on nous a pas donné la place pour l'exprimer, mais on savait pas comment l'exprimer parce qu'on comprenait pas ce qui se passait. On mm, avait juste une intuition de, il y a quelque chose qui va pas, il y a un décalage par rapport à son frère ou il y a un décalage par rapport à ce que moi j'imagine qu'il peut faire. Et à chaque fois, c'est systématique, que ça soit à l'école maternelle, que ça soit à la crèche, que ça soit dans le domaine de la santé. Il y a une sorte de peur d'aller sur, ah, vous vous questionnez, pourquoi vous vous questionnez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mm. vous a interpellé et on va partir de là? Et Ouais. vous allez m'apporter des éléments et moi, je vais essayer d'y répondre. Mm, Et c'est vrai que j'aime beaucoup accompagner les enfants tout petits parce que tout petit, on fait le travail ensemble et il n'y a pas ces incompréhensions qui s'installent en fait. mm. Voilà. Ouais, complètement. Tu vois, je rebondis là-dessus. Euh, Alors du coup, bah, sur cet échange, ce qui est bien, c'est que bah, j'ai beaucoup d'expérience avec mes trois enfants neuroatypiques, avec pas mal de choses. Mais là, si je parle de certaines neuroatypies, c'est simplement aussi que le discernement, c'est pas facile pour les accompagnants, que ce soit les professionnels de santé, en termes d'éducation ou les parents. Euh, j'ai le cas de ma grande au lycée. Donc on lui fait passer un bilan.
Ok, c'est un bilan, les whisks et tout ça, pour voir un peu pourquoi il y a des difficultés. Et apparaît et c'est mis en valeur donc un haut potentiel intellectuel, pour les personnes qui connaissent le HPI, et très fortement marqué par un TDAH, donc le trouble justement de l'apprentissage avec ou sans hyperactivité. Ce TDAH est vraiment très fort et donc prend un peu le haut potentiel, mais on voit bien au bilan que ça apparaît. Pourquoi je dis ça? C'est simplement que euh, sa professeure principale, qui était un petit peu formée à l'observation, tu sais, des troubles, ok, peut-être de certains élèves, ne l'a pas vu. Elle s'est effondrée et elle nous a dit, ouais, je l'ai pas vu. Tu vois, la culpabilité. Ouais, Euh, on lui a dit, bah, écoutez, c'est pas grave, parce que vous avez là une formation, mais elle est peut-être légère. C'est OK. Et on pose une question à notre grande. À l'époque, c'était pour intégrer de la joaillerie de luxe, tu sais, dans LVMH, les gros groupes. Et ma fille était en train de se dessiner, très créative, sur les mains, des trucs magnifiques. Je la regarde et je lui dis, est-ce que tu pourrais, par exemple, rester sur un plan de travail, tout ça, avec des super trucs, un dress code, et sans bouger pendant plusieurs heures, et surtout ne pas te dessiner. Elle me dit, mais mm, Donc, euh, donc là, elle passe son bac à cette période-là. Et elle me dit, bah non, en fait, moi, je peux pas. Moi, il faut que je bouge, il faut que je... Et puis bah là, elle dit à sa prof, elle lui dit, mais en fait, au bout de 10 minutes, j'étais plus là, quoi. J'écoutais plus. Tout ça pour dire que nous, en tant que parents, on a été à un moment donné dans cette approche, c'est de culpabilité, de ne pas être en capacité de faire ce discernement et de dire, OK, qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui dépend pas de nous, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut l'amener bilanter ou pas. On a vu justement avec des structures, par exemple les CMPP ou des choses comme ça pour les ouais, suivis psychologiques et autres, pour les MDPH. On a bien vu que tout ça, c'est de l'ordre de la santé mentale et que le discernement dans ces approches-là, c'est vraiment important. Et souvent, on veut aller vite parce qu'on se dit, si je ne le fais pas, je vais louper quelque chose, mais on ne prend pas ce recul nécessaire pour observer et demander des fois un avis, un regard extérieur. Tu vois, comme là, ce que tu proposes ce soir, c'est génial. Ou dans la journée, peu importe quand vous regardez ce live-là, mais finalement, c'est de se dire, ah ouais, c'est pas grave. Qu'est-ce que je prends comme temps pour observer? Et puis, tu l'as dit, si tu sais pas, quoi. Donc, nous, on l'a vu pour plusieurs de nos enfants avec des professionnels. Et je l'ai vu là dans la semaine avec, au niveau du collège. Un de nos enfants en difficulté de gestion émotionnelle. Cordonnier mal chaussé, ça arrive. Ça aussi, hein, pour les personnes qui accompagnent, il faut se foutre la paix. Euh, je discute avec l'enseignant et je lui partage certains trucs et il me dit, waouh, mais moi, en fait, je ne l'ai pas vu. Ben, je lui dis, nous, on l'a vu parce que on a appris ouais, de nos plus grands, parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire comme tu dis, ce discernement, c'est-à-dire se positionner en écoutant aussi cette intuition, hein, on en a parlé au tout début. Euh, ok, et je sens qu'il y a quelque chose. euh, et si j'allais m'informer, si je demandais de l'aide, si j'allais justement, moi, me positionner en tant qu'acteur, actrice de cette situation. Et des fois, ça fait peur. Et ben, cet enseignant, il m'avoue à demi-mot, il me dit, mais vous savez, en fait, on n'a pas d'aide. Il dit, ouais. on n'a pas d'aide. Et il se sentait, tu vois, démuni. Et je lui dis, vous avez plein de gamins dans votre classe, vous pouvez pas voir avec tout le monde. Donc je lui explique un peu ce que je fais niveau pro et mon passé aussi avec la sophro et tout. Et là, en fait, il sort en me disant, bah, c'est cool parce que vous m'avez mis un point d'attention aussi sur d'autres élèves. Ouais. Donc je vais observer ça. Et tu vois, ce soir, je sais pas ce que tu en penses. Enfin, je dis ce soir parce que j'ai la lumière qui tombe là aujourd'hui. Euh, il y a ce côté de là, pour les personnes qui sont en train de regarder, peut-être que ça vous concerne. J'espère que vous y trouvez de la valeur, mais peut-être que ça concerne quelqu'un dans votre entourage. Et souvent, je sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais j'imagine que dans tes accompagnements et dans ce que tu vois au quotidien, il y a des résonances. Bah, il y a des résonances. Et ce matin, j'étais dans une famille pour faire un bilan auprès d'un petit garçon qui a une cécité corticale. Donc là, c'est Mhm. vraiment la cécité corticale, c'est
un trouble neurovisuel qui fait Mhm. que l'enfant, il n'arrive pas à poser du sens sur ce qu'il voit et il a vraiment du mal à utiliser sa vision. Sa vision, elle est quasiment normale, mais tout le traitement de l'information visuelle est altéré. Donc là, ben, c'est déjà se permettre aux parents de comprendre comment l'enfant voit et dans quelles conditions il peut voir, comment l'aider à le stimuler. Mais derrière, il n'y a pas que le parent, parce que le parent, lui, il est là avec l'enfant sur le week-end. La semaine, il est dans un établissement spécialisé. Et donc, la question de la maman, c'était, est-ce que vous pouvez aussi aller donner de l'information aux professionnels qui accompagnent mon fils pour qu'eux-mêmes puissent s'adapter au quotidien? Donc, c'est vraiment en cascade. Et elle me montre le cahier de vie de l'enfant. Et il y avait une photo où le petit garçon était en capacité vraiment je voyais sur son regard qui était dirigé. Donc là, je dis, bah voilà, là, il regarde. Mais effectivement, les professionnels, en fait, ne, ne peuvent pas savoir comment aider votre enfant, mais ils pourraient, savaient comment aider votre enfant, aider aussi la petite fille qui est à côté sur la photo, parce que vous voyez, sur la photo, cette petite fille, elle regarde pas du tout. Et je pense qu'il n'y a pas que votre enfant qui est dans cette difficulté-là. Et c'est vrai que je trouve que pour nous professionnels, avoir ce regard, alors déjà c'est intéressant en tant que professionnel de se questionner, de savoir, non, là je pars du côté du Ouais. professionnel. Eh, parce que c'est quand même aussi quelque chose qui m'anime, j'ai toujours travaillé en pluridisciplinarité. J'ai jamais eu de difficulté, moi, à me remettre en question sur ma pratique. Et au contraire, j'ai trouvé toujours intéressant de m'enrichir du regard de l'autre. Donc ça, c'est mon fonctionnement, mais mon fonctionnement dans la vie au quotidien, c'est vraiment de m'enrichir de regards croisés. Mhm. Et je me dis que finalement, les professionnels, en fait, c'est à la fois ce qu'ils apprennent dans une situation, dans un contexte déterminé auprès d'un enfant, ils peuvent le transférer pour les autres enfants. Et c'est cette capacité de discernement, c'est finalement avoir défocaliser sur ce qu'on croit savoir ou ce qu'on croit comprendre pour se dire, bah, en fait, là, j'avais pas compris ou j'avais pas vu, mais maintenant que je sais comment regarder, comment voir, eh ben, je vais pouvoir l'adapter, mais à tout un chacun. C'est vraiment universel. C'est pas juste pour la personne. Et je trouve que cette capacité de discernement, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça, mais ça s'apprend par une certaine posture qu'on peut avoir nous en tant que parents, en tant que professionnels. C'est une capacité de se remettre en question, c'est une capacité de douter, c'est une capacité d'accueillir aussi des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est une capacité justement de faire avec ce qu'on apprend et de se l'approprier pour le transmettre à sa manière aussi. Mhm. Ouais, complètement. Et tu parles de professionnels. Dans mon univers, je sais que je vais accompagner différents types d'entrepreneurs, parce que moi, c'est des entrepreneurs, donc ça peut être des coachs, des thérapeutes, des spécialistes de tel ou tel domaine, peu importe. Et j'ai eu, il n'y a pas longtemps, justement, une accompagnante, une coach en parentalité, qui a une solide vraiment formation. Et, euh, et lors d'une de ces interventions, on a retravaillé dessus, et bien, justement, parce qu'elle, ça l'anime justement ce discernement. Sauf qu'à un moment donné, la posture avait peut-être changé et elle n'avait pas vu certains points. Donc on a retravaillé dessus. Elle me dit, ah oui, c'est intéressant, c'est vrai que ça pourrait servir à telle ou telle personne. Euh, donc ça rejoint ce que tu disais où justement, c'est comme si on avait cet alignement en se positionnant en tant que professionnel, ok, on a son expertise, mais des fois aussi le discernement, bah, comme tu dis, ça se travaille. Donc suivant le cas concret qu'on a eu, eh bien, bah, peut-être que en revenant un peu dessus, sur sa pratique, sur son intervention, je me dis, ah, tiens, comme tu parlais là pour le regard tout à l'heure, ben, c'est vrai que ce serait pertinent que je partage ça à telle famille ou telle personne, ou peut-être à tel autre enseignant ou professionnel. Je trouve que souvent on est pris un petit peu dans ce train de la vie qui fait que pour une situation, on va être avec un discernement et pour une autre, bah, ça va être plus compliqué, quoi. Ouais, mais c'est vraiment le partage de l'information en fait. C'est diffuser ses ressentis, mais aussi ses questionnements et puis diffuser ce qu'on a vu, ce qu'on Mm, a appris, ce qu'on a compris. Et ça, pour pouvoir le diffuser, c'est aussi avoir la capacité d'oser dire les choses. mm, Et on en parlait au début de cette enfin avant mm. qu'on lance En cette off? intervention, Mm, c'est que souvent en fait les parents que je rencontre, euh, par exemple par rapport à des suivis chez un ophtalmologiste,
des prescriptions qui sont faites par rapport à la rééducation chez tel ou tel professionnel, par rapport à, à un établissement qui accueille leur enfant. Donc, c'est différent, c'est très, très large, mais à chaque fois, dans toutes les situations, chaque fois qu'il y a un choix à faire, le parent se sent en difficulté pour le faire parce qu'il pense mal faire. Et je pense que pour pouvoir donner la capacité aux parents d'être dans cette liberté de choisir et de se sentir en capacité de faire valoir leur discernement, c'est aussi leur donner la possibilité de se sentir responsable et parent, mais dans le sens global du terme, Ouais. c'est-à-dire que c'est eux qui décident, c'est eux qui font le choix, mais ils se sentent assurés de pouvoir le faire. Hmm. Ils n'ont pas peur de se tromper parce qu'il n'y a pas ce poids du sachant qui sait et je lui laisse faire et tant pis si je comprends pas. Et surtout, ben, si mon enfant est dans un établissement, dans un IME, voilà, dans un établissement où il n'y a pas beaucoup de place, il est rentré dans cet établissement. Je sais pas trop ce qu'il fait à l'intérieur, mais au moins il a sa place. Eh ben, je vais rien dire. Ça, c'est dans ces cas-là où la personne, elle peut plus faire le choix Ouais. qu'elle voudrait faire en échangeant, en questionnant. Hmm. Et pareil pour, moi, j'ai déjà vu, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, des parents qui osaient pas arrêter une prise en charge qu'ils semblaient ne pas convenir à leur enfant parce que, ben voilà, on s'est engagé, on va pas, voilà, alors qu'on n'est pas marié Ouais. avec les gens. Mais tu vois, ça rejoint le fait d'être vraiment acteur en tant que parent de ses choix. Comme tu dis, ce discernement. Euh, En tant que professionnel, alors que ce soit dans l'accompagnement, même pour le coaching ou plutôt en partie thérapie, moi, si une personne vient me voir et me dit non, mais en fait, mon gamin, bon, on va pas continuer, c'est OK. D'ailleurs, Ouais, j'ai eu le cas au début, un accompagnement, bon, je sentais que ça allait pas se mettre en place. Euh, c'est l'enfant qui s'est dit bah, je sais pas, en fait, peut-être je suis pas prêt. Donc, il y avait une projection des parents. Ça peut arriver aussi. Et la maman, elle a été quand même actrice rapidement. Elle me dit non, bah, je pense que non, on ne fait pas l'accompagnement. Mais c'est génial parce qu'en fait, il décide. Euh, Ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Je l'ai vu, toujours j'extrapole, mais j'ai des bons exemples là, avec un établissement de type, ça s'appelle autrement maintenant, c'est les centres de formation pour les apprentis. Moi, j'ai le cas pour un de mes enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le corps enseignant qui sait pas pourquoi le gamin il a plus envie, ceci, cela, il a des difficultés et du coup il y a des pathologies derrière, des trucs comme ça. On discute. Moi en tant que parent, dans ma posture de parent, je suis acteur. Je dis on va voir autre chose. J'écoute aussi les besoins, les ressentis pour l'enfant, on va voir autre chose. On va dans une structure donc de type CFA et là on est étonné parce que la personne qui nous accueille nous dit ici, on prend en compte, ça c'est énorme, on prend en compte les difficultés des personnes qui viennent, peu importe l'âge. Mais c'est souvent quand même des jeunes, ok? Euh, Elle me dit, vous voyez le concept, donc pour les personnes qui nous regardent, souvent il y a des protocoles qui sont mis en place pour les suivis scolaires avec la dyslexie ou autre. On va faire des photocopies plus grosses, on va prendre un temps ouais, pour les examens et tout ça. Eh bien, eux, ils ont pris le parti. Donc là, en l'occurrence, c'est sur Avignon, dans le sud de la France, il fait très beau. Eh bien, ces personnes ont pris le parti de faire pour tout le monde pareil. et c'est ça. C'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien. Et ce qui les a amenés à ça, c'est que dans les équipes, que ce soit les professionnels au niveau des corps de métier ou d'autres accompagnants dans la structure, ils sont aperçus qu'ils avaient des profils un peu atypiques. Donc, il y avait des très hyperactifs, beaucoup de choses. Ils se sont dit, on va tester et on met pour tout le monde pareil. Et on active, mais vraiment en visible, la cellule handicap. Parce que, voilà, pour rappeler, quand il y a des prises en charge spécifiques, qu'elles soient euh, psychologiques, que ce soit psychomoteur ou autre, tu le sais, hein, Ouais, justement, on a des cellules. Et ça aussi, les parents, des fois, ils n'osent pas y aller. Comme si on était mis ça en les dehors. cloisonnait, ouais, du Tu parlais système. de décloisonnement, hein? On Oui, rebondit là-dessus, ça te parle? Bon, je finis juste là-dessus, mais finalement, ce qui est génial, c'est que moi, mon gamin, il m'a dit, mais écoute, papa, mais ils me comprennent. Ils me comprennent.
Donc lui, pour lui, c'est génial parce que ça met en place une dynamique, une écoute. Et pour les parents, ça permet, avec les encadrants, d'avoir une communication plus fluide. Qu'est-ce que tu penses du décloisonnement, toi, justement? Ben, justement, par rapport au décloisonnement et l'accessibilité universelle, moi, je pense que ça ne concerne pas uniquement le champ du handicap, en fait. Ça vient du domaine du handicap, effectivement, la question de l'adaptation universelle, la société inclusive, pour que chaque personne trouve sa place dans notre société, dans son parcours Mhm. scolaire. Mais je vois bien, alors j'ai aussi dans mon expertise professionnelle une expertise dans la basse vision et j'accompagne des enfants qui vont à l'école. Donc je vais dans les Mhm. écoles depuis 30 ans et je me souviens d'une fois où j'étais dans une école maternelle avec un petit garçon malvoyant et ben, je venais pour cet enfant. Et à côté de moi, il y avait une petite fille qui n'avait pas de problème de vision, mais qui était vraiment en grande difficulté pour faire l'exercice que la maîtresse lui demandait. Donc, je m'adresse à elle, je lui montre comment faire et là, elle réussit. Elle réussit parce qu'en fait, je m'étais adaptée en faisant quelque chose de très général, mais en simplifiant la tâche. Et ça valait pour le petit garçon dont je m'occupais, ça valait pour la petite fille. Il y a souvent pas besoin de grand-chose. Et ce que je disais à la maman ce matin, c'est à partir du moment où vous comprenez comment votre enfant regarde, quelles sont ses difficultés, comment vous pouvez le stimuler dans les meilleures conditions, avec tel moyen, mais pas l'entraver dans l'utilisation de sa vision parce que vous le stimulez vraiment voilà, il y a des environnements à savoir. À partir du moment où vous le savez, vous comprenez votre enfant, vous allez vous adapter. Mhm. Et il n'y aura pas besoin de mettre en place des choses trop compliquées. Et les enseignants, à partir du moment où ils ont cette vision un peu plus globale, de pas considérer l'enfant par rapport à ses difficultés, mais d'aller chercher comment le valoriser dans ses potentialités, eh ben, il va s'adapter et ce qu'il va mettre en place pour cet enfant va servir à l'autre enfant aussi. Mhm. Et pour moi, c'est ça, décloisonner nos pratiques, ça veut dire que on reste pas chacun dans son précaré en disant moi je sais, moi je fais comme ça et je vais pas changer ma façon de faire parce que c'est comme ça, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas les moyens. Oui, bien sûr que c'est pas une question, enfin bien sûr qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens, mais on a aussi l'intelligence de pouvoir se dire mais on peut penser autrement, essayer d'aller faire un pas de côté dans notre Mhm. façon de faire les choses pour pouvoir ben aller à la rencontre de l'autre et aller à la rencontre des autres. Ouais. Et pour moi, c'est ça le décloisonnement des pratiques, c'est adapter un langage commun, c'est s'intéresser à l'autre, que ce soit l'enfant, le parent, le professionnel, c'est essayer d'aller ensemble sur une même voie, dans une même direction et se fixer justement le même objectif et pas partir de chacun dans des objectifs qui sont propres et pas pour l'enfant, quoi, Mhm. qui Ouais, correspondent pas à Mhm. l'enfant. Ça, c'est vrai que c'est des choses qui ressortent beaucoup. Euh, du coup, peut-être pour les parents qui sont peut-être moins acteurs dans une situation donnée, est-ce qu'il y aurait peut-être un conseil ou quelque chose Bah, que ils tu as sont pas observé acteurs parce que on leur donne pas la place. Ils sont pas dans les instances. Ils sont pas à l'école. Ils sont pas dans les IME. Ils sont pas, voilà, ils sont toujours en dehors à la porte. Mhm. Et alors, bien sûr, maintenant, c'est d'autant plus accentué il y a des systèmes de sécurité, des plans Bien Vigipirate, on sûr. peut plus rentrer dans les écoles. Euh, mais je pense que il y a quand même des instances où on peut se rencontrer. À l'école, il y a ce qu'on appelle les PPS, les plans personnalisés de scolarisation. Enfin, il y a tout un tas de systèmes. L'État français a mis en place plein de systèmes. Il y a des systèmes de sous-systèmes, de sous-systèmes. Ouais. Il y a des espaces où les parents peuvent rencontrer d'autres professionnels. Il faut qu'ils en profitent à ce moment-là pour questionner. Il ne faut pas qu'ils hésitent à questionner. Mhm. Et plus ils vont questionner, plus ben, ils seront en face de personnes qui seront obligées de leur répondre. Ouais. Alors Mhm. après, c'est aussi savoir s'appuyer sur des personnes qui peuvent faire de la coordination, qui peuvent prendre la parole aussi en venant aussi étayer d'un point de vue professionnel ce qu'ils ont à dire. Mhm. Mais pour moi, c'est vrai que un parent il est le premier acteur dans l'accompagnement de son enfant. C'est lui qui connaît son enfant. Et c'est lui qui devrait être en premier pris en compte dans l'accompagnement de son Mhm. enfant.
Et donc pour moi, c'est ça, c'est le conseil, c'est pas facile en tant que parent, c'est d'autant pas facile si on comprend pas du tout ce qui se passe pour son enfant. Ouais, ouais. Et puis il y a un côté euh, quand on est parent. On a toujours ce côté, je vulgarise beaucoup les mots, hein, tu le sais, mais on a ce côté un peu parti pris, ce côté émotionnel qui peut venir. Tout à l'heure, tu sais, on en a parlé en off, justement, on a beaucoup parlé aussi en off, hein, avant de vous préparer ça, mais on a abordé le sujet de où je suis à tel moment, comment ça se passe. Donc à partir du moment où peut-être que un professionnel me donne des infos, ou moi je vais démarcher un professionnel en tant que parent, comment je suis. Parce que si déjà, moi, je suis sur ma journée, je suis avec des émotions, des incompréhensions, des peurs, parce que comme tu le dis, suivant les types d'accompagnement, ou en plus, le parent, ben, il n'a pas son mot à dire, il n'est pas écouté, on va pas lui demander son avis ou quoi que ce soit, euh, le peu d'interaction qu'on va avoir, ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, quand on revient à soi, toujours ce truc de revenir à soi, se dire, OK, c'est quoi la situation? Est-ce que bon, j'en suis là, il y a ceci, il y a cela, parce que quand on commence à dire à un parent, votre enfant a des troubles, que ce soit visuels, cognitifs, là, c'est comme si on avait un monde qui s'écroulait et notre plan épargne-logement sur 10 ans, ah, c'est compliqué. Mais si on revient à soi, qu'on se dit, OK, d'accord, et que surtout on fait pas des propres projections par rapport à notre passé, avec les corps enseignants, en se disant, oui, mais ils comprennent pas. Moi, j'ai eu le cas, hein, comme je te disais tout à Mm. l'heure, je vous le partageais. Moi, j'y suis allé, j'étais neutre. Et j'ai dit à mon enfant, je vais aller voir ton enseignant et je vais lui exposer l'histoire et on va parler simplement. Parler simplement. Ben, lui, il y avait des choses qu'il ne savait pas, par exemple. Parce que c'est ça aussi, c'est que le parent peut avoir de l'information à donner Oui. à partir du moment où notre espace de départ, il est safe. On n'arrive pas avec des tensions. J'ai été parent d'élève aussi, donc je sais toutes les émulsions qu'il peut y avoir. Mais si on arrive vraiment en se disant, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'enfant? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter? Et qu'est-ce que je peux apporter à l'équipe si elle est pluridisciplinaire? Là, on avance. Là, on avance, mais c'est Ouais. effectivement le point de départ, c'est qu'il y a un espace de confiance. Ouais. Donc, confiance en soi Oui. et confiance en l'autre et que il y a un espace physique de Mm. confiance, que la parole puisse circuler. Ouais. Mais certaines fois, c'est aussi nécessaire que on puisse un peu s'exposer pour pouvoir transmettre quelque chose et quitte à se dire, ben voilà, je fais confiance à l'autre, mais si tout d'un coup on sent que ben la confiance elle est pas là, ben bon ok on arrête Mm. on arrête. Mais savoir dire ben là j'arrête, je me sens pas Oui. suffisamment en confiance et je vais changer. Mm, mm, mm. Et je Ouais. reste pas sur cette que qu'on soit parent ou professionnel, hein, parce Oui. un professionnel peut aussi dire à un parent, ben moi ça m'est arrivé, hein, là je pourrais pas continuer d'accompagner votre enfant parce que effectivement je sens qu'il y a la confiance qui est pas présente et pour moi ben c'est important que cette confiance elle soit là Mm. et et voilà, donc je vais vous réorienter, ou alors parce que je ne peux pas accompagner votre enfant, parce que je n'ai pas les compétences et ses besoins, et c'est plutôt vers ce sens-là, donc je vais vous réorienter vers quelqu'un d'autre. Tu vois, là, Mais tu parles de compétences. Je me souviens de cette histoire où on est dans l'accompagnement et puis la maman me dit mais je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Donne-moi une solution. Alors, moi, je pose mon cadre, je dis voilà, là, à ce niveau-là, je suis formé pour accompagner aussi les profils neuroatypiques, percevoir et tout. Ça peut être judicieux que je t'oriente vers une personne qui va pouvoir bilanter. oui, Qui est apte à bilanter pour après continuer un process. À ton niveau, moi, je peux t'amener ça comme ressource et pour ton enfant, je peux amener ça. Par contre, là, c'est vrai que ça va passer dans un autre type d'accompagnement. Et là, comme tu dis, la personne qui est en face de toi, que ce soit... Alors déjà, toi, tu te sens bien dans tes bottes en tant que professionnel, tu es, au clair. Et puis, les parents en face, ils se sentent bien. Ils se sentent compris, soutenus. Et je pense que ça, c'est vraiment important pour éviter les dérives aussi. Parce que on parlait de décloisonnement et en même temps, c'est être vraiment dans son spectre d'excellence, on va dire, professionnel, ok,
parce que le parent reste le parent, lui, avec son domaine de vie et sa compréhension du moment. Mais le professionnel, c'est vraiment important d'être au clair. Et par exemple, ça peut être, OK, ben, peut-être aller voir une orthoptiste ou peut-être aller voir une psychopraticienne pour ceci ou pour cela. Donc, je pense que ça, c'est peut-être ce qui manque un petit peu aujourd'hui. Ouais. Tu vois, peut-être que toi, tu l'as rencontré ou tu le rencontres encore, les parents justement qui vont être dans de l'interrogation et bon, bah, hop, on passe le dossier à une autre personne qui va être plus à même de continuer ou d'amener un autre accompagnement, quoi. Bah, c'est vraiment savoir déléguer en fait, hein. Et du coup, savoir déléguer, savoir être en capacité de transmettre les bonnes informations, Mm, pas garder de l'information sous prétexte qu'on imagine que l'autre n'est pas en capacité de recevoir cette information. Bien évidemment, dans des annonces, ben, être dans de la délicatesse. mm, Il y a certaines annonces qu'on fait pas parce que, enfin, moi, en tant qu'orthoptiste, je vais pas mm, mm. faire justement les annonces des troubles des apprentissages parce il y a, voilà, t'as un TND, ben, ça doit passer par un médecin. C'est ça. C'est normal. Après, Et c'est normal. Le TND, tu peux peut-être. C'est Troubles le professionnel, là, vous neurodéveloppement. avez vu, hein. Et les troubles du neurodéveloppement. Ouais, ok. Que ça soit la dyspraxie, la dyslexie, le trouble du spectre de l'autisme, c'est, voilà. Oui. C'est un grand fourre-tout, mais ça permet de pouvoir après poser des diagnostics et réorienter dans des filières qui soient adaptées. Mm, Par contre, pourquoi c'est important aussi de pouvoir donner aussi l'alerte si on a un doute auprès d'un autre médecin, auprès d'un autre mm, professionnel, c'est parce qu'en fait, tout ça, ça fait partie du discernement. Discerner, mm, c'est pouvoir faire des choix en connaissance de cause. Donc, moi, je peux pas, en tant que professionnel, garder de l'information. Je peux pas non plus mettre le parent en insécurité en lui disant tout et rien si mm, j'ai aucune certitude, mais je peux le réorienter en fonction de ce que je ressens, de ce que je sais, de ce que je comprends, et pas le laisser mm. sans aucune possibilité de Et discerner ouais, ce voilà. qui ne va pas dans son enfant. Voilà, c'est Et un peu comme bah ça que je merci. réagis. Tu vois, là, parce que je regardais au niveau de Le notre temps de... temps, il y a un point, si c'est OK pour toi, que je partage là. Euh, Par rapport à mon vécu personnel, donc là, je peux pas dire que ça vient d'un livre, hein, on est d'accord. J'ai eu le cas avec un neuropsy où ça s'est super mal passé, je t'en avais parlé. Et là, en fait, il y a un monde qui s'écroule pour le parent. Le parent, même s'il est professionnel dans différents domaines. Et là, le discernement, il prend vraiment toute son ampleur. Pour moi, c'est aussi être en capacité, ça se travaille, de se dire, OK, c'est pas parce que là, il y a une mauvaise expérience que c'est fini. Et puis aussi l'expliquer à son enfant, dire, OK, là, il y a quelque chose, parce que nous, ça avait été assez violent, et apparemment, je suis pas le seul concerné avec cette personne, et ça arrive. Malheureusement, ça arrive. Et derrière chaque professionnel, il y a des humains avec leur vie et leur perception, mais il nous appartient à nous de se positionner en se disant, OK, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça, il y a ça. Moi, ma responsabilité, mes choix, ça va être, OK, on peut prendre une autre approche ou on peut aller voir quelqu'un d'autre. Parce que tu vois, souvent, il y a des personnes qui vont sortir d'une expérience avec un ou une professionnelle qui vont dire, non, c'est bon, ça m'a saoulé, ça sert à rien, j'y vais pas. Non, ça, Non, ça te parle. oui. Oui, 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 ça c'est sûr que voilà, la question du discernement, c'est un terme que j'aime pas trop, je trouve Ouais, un peu compliqué. ouais, Je préfère la question du choix. Bon, c'était le sujet de la thématique de Up, ouais. mais pour pouvoir conclure, je pense que ce qu'on vient de partager, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il y a un dialogue qui s'installe, un dialogue de confiance, et Mm, que chacun, que ce soit le parent, le professionnel, l'enfant, puisse s'exprimer en toute confiance par rapport à ce qu'il sait, par rapport à ce qu'il a envie de transmettre, et que chacun puisse travailler ensemble dans une co-construction dans la même direction pour l'enfant, et que l'enfant, ben, on n'en a pas parlé du tout hein, dans notre échange, mais bien sûr que lui aussi, il a du discernement à ouais, avoir. ouais, bah, c'est vrai qu'on en a peut-être, on l'a parlé d'une certaine manière. Euh, il y a un truc que j'utilise tout le temps.
dans ma vie depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années, et certains l'utilisent depuis encore plus longtemps, c'est tout ce qui va être à base de communication, communication non violente, tout ça. Mm. Ces trucs-là, de base, quand je dis de base, quand on connaît, on les laisse sur une étagère et on les oublie. Mais en fait, c'est tous les jours et tout le temps. Et à On va partir du moment, s'expérimenter tous les voilà, jours. tous les jours, à partir du moment où on donne la parole à l'enfant, euh, et peu importe comment il va s'exprimer, même si par exemple il a des difficultés ou qu'il ne peut pas s'exprimer par la parole, il y aura toujours un mode de retranscription qui pourra nous être utile. Et c'est vrai que l'enfant est au cœur. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup abordé avec les On a parents. beaucoup les parents, ouais. Mais ouais, Et mais parce que regarde, souviens-toi, je te l'ai dit au début, si on pose sur la table une boîte un peu mystérieuse, mais on dit à l'enfant, dedans, il y a potentiellement des choses pour t'accompagner, que ça aille mieux. Et à côté, un verre d'eau qui représenterait l'argent, le liquide ou les prestations. L'enfant va prendre la boîte sans se poser la question. Et le parent, lui, va regarder la boîte un peu comme ça. Il va se dire, bon, il va prendre peut-être le verre d'eau. Donc l'enfant, lui, naturellement, il n'a pas tous les filtres que l'on a. Et c'est vrai que c'est la personne avec qui on doit communiquer en priorité. Alors, pour terminer, parce on va terminer sur cet entretien qui est passionnant, mais pour terminer, c'est vrai que là, je vais revenir sur l'exemple ben, pas plus tard que ce matin, donc de cette intervention que j'ai fait à domicile. Moi, j'utilise beaucoup le non-verbal. Le petit garçon avait des capacités de parler, donc je suis allée chercher et capter son regard. Donc, je vais pas faire un cours d'orthopsie, ni voilà, de ce que je fais dans ma pratique, mais là, déjà, c'est une première prise de contact et ce petit garçon, il a un frère et une sœur, un petit frère et une grande sœur. Et moi, je me suis vraiment, ils sont venus me questionner et en fait, on est rentré tout de suite dès les premières minutes où je suis arrivée dans la famille. On a discuté et les frères et sœurs sont partis avec le papa se promener pendant que je faisais le Mm. bilan. À la fin, ils sont revenus. La petite fille m'a dit, alors, il voit pas mon frère. Je dis, si, regarde, il voit et je lui ai montré comment faire. Et en fait, c'était ça, la petite fille, ben, elle Mm. était trop contente ensuite ben, d'avoir compris comment faire pour aller chercher son regard. Et c'était d'une simplicité, mais Ah ouais. extrême. Et, et voilà, donc il n'y a pas besoin à ce moment-là de... L'enfant, il y va spontanément. Il se pose Mm. pas la question de savoir est-ce que je sais, est-ce que je sais pas. Il m'a dit, bah non, moi, il voit pas et je sais pas comment faire. Bah, je dis, bah si, regarde, là, il voit et regarde comment il fait. Ah bah oui, ok. Et c'était beaucoup plus simple. Voilà, et il n'y aurait pas besoin de faire une interview comme ça pendant une heure si on était tous des enfants. Donc moi, ce que je peux dire en conclusion, et je te laisserai après dire ton mot de conclusion, je pense que nous, en tant que professionnels et parents, ben, ce qui est bien, c'est de se reconnecter à son âme d'enfant et de lâcher toutes nos barrières et de pouvoir ben, parler avec le cœur et parler avec son intuition, avec ce qu'on ressent et oser se partager ses ressentis. Voilà, ça c'est mon mot de la fin. Et le tien, ça serait? Alors, pour moi, finalement, c'est quelque chose que les enfants ne font pas, mais les professionnels le font et les adultes, les parents le font, c'est garder des doutes pour soi. Donc, ne gardons pas nos doutes, exprimons-nous, même si des fois on se trompe, c'est pas grave. Hmm. On le dit à nos enfants tout le temps, c'est pas grave. Alors, appliquons-nous déjà ce concept. Voilà. Eh Merci à ben, toi. merci beaucoup, Johnny. J'ai été ravie d'échanger Merci. avec toi sur cette question du discernement. Et à une Merci prochaine Anne-Céline. fois. À une prochaine fois. Merci.